Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. La semaine dernière, on a fait la vidéo de la rentrée. On vous a présenté toutes les compétences que vous pouvez développer pendant des parties de loup-garou. Cette semaine, on va partir sur les classiques, tous les conseils ultra importants qu'on peut vous donner au loup-garou. Cette vidéo, ça va en être un petit condensé. Alors attention, ça ne remplace pas les vidéos de base, parce que dans les vidéos de base où on donne chacun de ces conseils, on va dans le détail. On vous explique pourquoi c'est important et quels éléments mécaniques nous ont amené à cette conclusion. C'est super important pour comprendre le jeu. Cependant, en tant que piqûre de rappel ou pour avoir une checklist de choses à faire et à ne pas faire au loup-garou, cette vidéo va être super intéressante. Je vais pas développer à fond les arguments, donc si vous n'êtes pas convaincu, allez voir la vidéo qui correspond et vous vous ferez un avis là-dessus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je dis sur cette vidéo, je veux des commentaires dans la vidéo spéciale de la chaîne qui en parle, parce que sinon ça veut dire que vous contre-argumentez un truc sur lequel vous n'avez pas encore reçu tous les arguments. Bref, on y va. Le vote au premier tour. À chaque fois que vous avez l'occasion de voter, il faut voter pour éliminer quelqu'un, que ça soit au premier tour, au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Mécaniquement parlant, les loups-garous, eux, chaque nuit, ils auront la possibilité d'éliminer quelqu'un qui est du camp adverse, c'est-à-dire quelqu'un du village. Vous, en tant que villageois, il faut donc que vous saisissiez l'opportunité d'éliminer quelqu'un la journée. Vous aurez certes beaucoup de chances d'éliminer un innocent, mais vous aurez aussi des chances d'éliminer un loup-garou, et c'est le seul moment de la partie où vous pouvez éliminer des loups-garous. Ne pas saisir une opportunité, c'est donner un tour gratuit aux loups-garous, c'est leur faire gagner du momentum, leur faire gagner en puissance. Si le village décide de ne pas voter, alors les loups-garous n'ont pas besoin de parler, ils peuvent faire de la rétention d'informations, vous vous retrouverez au tour 2 avec aussi peu d'informations qu'au tour 1. Bref, c'est pas rentable, go voter dès le premier tour. L'aversion à la perte. Donc que ça soit pour le vote, pour le tir du chasseur, pour la potion de mort de la sorcière ou n'importe quel pouvoir qui permet à un innocent de tuer quelqu'un, vous aurez toujours plus de chances de tuer un innocent que de tuer un loup-garou. Votre cerveau va avoir tendance à lutter contre ça, on appelle ça l'aversion à la perte, c'est-à-dire qu'il va voir le risque de perdre quelque chose dans l'immédiat, mais il va avoir beaucoup plus de mal à voir le bénéfice long terme de votre choix d'éliminer quelqu'un. En tant que chasseur, par exemple, choisir de ne pas éliminer quelqu'un, c'est souvent, même toujours, une erreur. Au pire, vous éliminez un innocent et ça va quand même donner de l'info, une information qui va quand même aider la partie à mieux se dérouler. Et au mieux en tuer un loup-garou, bref, c'est ultra important, donc faites-le. Les votes de bonne foi. L'avis du villageois, c'est sûr que c'est pas l'avis de la voyante, mais vu que tout le monde sait que le villageois est innocent, vous, en tant que simple villageois, c'est le seul avis que vous savez de bonne foi. Votre cerveau va toujours préférer avoir une information, genre celui de la voyante, qui va vous servir sur un plateau d'argent de loup-garou, mais il faut savoir que l'avis du villageois est super importante parce que c'est le seul que vous savez de bonne foi au moment où vous savez qu'il est innocent, quoi. Peu importe que ça soit le villageois ou un autre personnage, si vous le savez innocent, écoutez son avis. Le suivez pas forcément, mais écoutez-le. Cet avis est de bonne foi, donc du coup, il va relever de bonne foi des éléments de jeu pour savoir si un tel ou un tel est loup-garou ou pas. C'est un peu votre lampe torche dans le tunnel tout noir, c'est super important. La défense au premier tour. Bon, premier tour ou pas premier tour, hein, n'importe quel tour de jeu, c'est valide. Pour la défense, c'est super important de respecter quelques règles. La première, n'acceptez jamais de chez jamais l'accusation qu'on vous fait contre vous. Faites ce que vous voulez, tuez-moi si vous voulez, c'est des choses à proscrire absolument. Il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que les indécis, ils vont suivre leur instinct, donc leur inconscient. Et le cerveau, lui, il va avoir le focus sur vous. Si vous dites tuez-moi si vous voulez, le cerveau il va juste entendre tuez-moi et la personne va vous éliminer. Le premier tiers de votre défense doit donc contenir tous les éléments qui permettent de refuser l'accusation qu'on est en train de vous faire et de faire comprendre que c'est une mauvaise idée. La deuxième règle à suivre est bien entendu d'attirer le focus des gens sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Votre défense ne sert à rien si à la fin de la défense, les indécis ont toujours le focus sur vous. Votre but c'est de vous débarrasser de ça. C'est votre plus grand poison. La façon la plus simple de perdre le focus, c'est de le mettre sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait par exemple eu un comportement suspect. Vous avez le droit de mentir bien entendu pendant vos défenses, mais vous pouvez aussi vous servir d'éléments réels, par exemple la réaction qu'a eu quelqu'un au moment où ils ont déclaré un mort, genre Kevin est mort, vous voyez que quelqu'un était comme ça. Pendant vos défenses, servez-vous-en, ouais je l'ai vu, il était comme ça, il a trouvé ça surprenant, peut-être que c'est le loup-garou, voilà. Essayez de trouver un truc suspect qui va faire que les indécis vont se dire ah, c'est vrai. Et dans ce cas, ils vont voter pour vous garder en vie. Cependant, si vous ne pouvez pas le faire sur quelqu'un, faites-le sur quelque chose. Par exemple, posez une question. Posez une question à laquelle les gens auront irrésistiblement envie de répondre. Ils ne pourront pas y répondre s'ils vous éliminent, parce que s'ils vous éliminent, c'est la fin du tour. Vous pouvez aussi utiliser la version à la perte en miroitant le fait que vous ayez un méga gros pouvoir et que vous ne pourrez donner d'informations que le lendemain, mais bon, ça c'est un peu risqué et mécaniquement ça marche pas très bien. Et surtout, le troisième point le plus important, votre défense ne doit pas être plus longue que nécessaire. Chaque seconde où vous parlez, c'est une seconde
secondes où le focus des gens se renforce sur vous, même si vous faites des prouesses pour renvoyer le focus ailleurs, ayez une défense la plus courte que possible. Et donc par extension, évitez les listes de courses de type un tel et un tel, ils sont suspects, car ça fait autant de un tel qui vont vous trouver suspect en retour. N'envoyez le focus que sur une seule personne. Mécanique avant psychologique. C'est probablement la vidéo stratégique la plus vue sur la chaîne et c'est pourtant une des plus vieilles parce qu'elle est vraiment vraie, celle-là, elle est fondamentale. La mécanique dans le loup-garou, c'est ce qui est plus important que tout. La mécanique prime sur le psychologique et le comportemental. Si quelqu'un vous prouve par A plus B via les mécaniques du jeu qu'il est innocent, c'est impossible que ça soit un loup-garou qui essaye de vous la mettre à l'envers. Cependant, par rapport à l'époque de cette vidéo, j'ai un point de vue un petit peu plus nuancé sur le sujet. J'ai fini par comprendre que pour certaines personnes, cette logique mécanique était difficilement accessible, tout comme moi, c'est difficilement accessible de comprendre à quel point on peut prendre une décision parce qu'on a peur alors que tout nous prouve que c'est une mauvaise décision. Des fois c'est un peu compliqué. Donc si jamais vous êtes du genre à prendre des réactions sur le coup de l'émotion, fermez les yeux, respirez. On est tous capables de raisonner. Et dans une partie de loup-garou, on n'est jamais 100% pressé. Donc si jamais quelqu'un vous fait une démonstration par A plus B, vérifiez juste que c'est le jeu qui vous donne des informations. Est-ce que le monstreur d'ours a ses voisins qui sont innocents? Oui ou non? Si oui, mécaniquement parlant, ses voisins ne peuvent pas être loup-garou. Ils sont forcément innocents. Et ça, peu importe qu'il vous fasse peur ou pas, en fait, ça sera une vérité. Et ça, le problème, c'est que dans le loup-garou, il faut l'intégrer, c'est super important, sinon vous risquez de tuer des innocents pour rien et de perdre des parties bêtement. Le loup-garou est un jeu d'équipe. Alors ça, je suis pas sûr qu'on ait fait une vidéo dessus. Si c'est le cas, je la mets en fiche. Le loup-garou, c'est un jeu d'équipe. En fait, vous pouvez être aussi bon que vous voulez, vous ne pouvez pas carrer une partie de loup-garou tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui votent avec vous dans votre sens, dans tous les cas. Donc il faut au moins compter un peu sur ses alliés pour que la partie avance. De cette façon, ne faites pas de rétention de pouvoir ou d'informations parce que vous avez peur que les autres vous trahissent. Il faut que vous jouiez avec votre équipe. En tant que sorcière, par exemple, la potion de vie, n'hésitez pas à l'utiliser sur un allié, de façon à ce que cet allié survive. Vous allez peut-être sauver une voyante ou un rôle super important. Et à l'inverse, si vous la gardez pour vous, vous faites de la rétention, à moins qu'on vous attaque au premier tour, ça va être plus intéressant pour vous de sauver un innocent dans les premiers tours, de façon à être plus nombreux que les loups-garous. Et ça, de façon générale, ça vaut un peu pour tout. Si jamais vous trouvez quelqu'un suspect, vaut mieux le dire assez vite, de façon à ce que tous les innocents prennent votre élément en compte dans leur prise de décision. Peut-être que vous voyez juste, et peut-être qu'il faut juste qu'ils votent contre cette personne. Même si vous êtes un chasseur avec une balle, même si vous êtes une sorcière avec une potion de mort, ne gardez pas des éléments pour vous au moment où le jeu d'équipe peut avancer. Le piège de la statistique. Après l'axe mécanique, il y a l'axe comportemental. Par exemple, on a plusieurs fois parlé de la théorie du mec d'en face, c'est-à-dire les loups-garous ne sachant pas vraiment qui est éliminé au premier tour, souvent vont éliminer quelqu'un qui est en face d'un des loups-garous. Cela est dû au fait, selon nous, que le cerveau va instinctivement choisir la personne qui est en face de nous, parce que vu que c'est celle qu'on voit le mieux, qui est le plus accessible, quand on ne sait pas qui choisir, on va tout bêtement choisir devant nous. Sauf que la théorie du mec d'en face, c'est un élément qui est statistique, c'est pas toujours vrai. Ça va vous aider au moment où vous avez aucun élément mécanique à vous mettre sur la dent. Si vous n'avez pas d'informations de la part de la voyante, si vous n'avez pas un mensonge qui a été décelé, etc., ça va être quelque chose qui va vous aider dans votre prise de décision. Mais n'oubliez pas que c'est pas toujours en allant dans le sens de la théorie du mec d'en face que vous allez gagner vos parties. De la même façon, en mode obscur, il y a la fameuse stratégie classique avec la trinité nécromancienne, voyante et garde du corps qui est super fort, mais cette stratégie classique, elle a des angles morts que les loups-garous peuvent exploiter, pas toujours, mais de temps en temps, ils peuvent le faire, et à ce moment-là, si vous suivez la stratégie classique aveuglément, vous êtes sûr à 100% de perdre. Donc en suivant les éléments comportementaux ou alors les stratégies classiques qui vous donnent plus de chances de gagner, peut-être que vous aurez 70% de taux de victoire. Mais est-ce que c'est intéressant de perdre à coup sûr des parties parce qu'on a suivi aveuglément certaines règles? Je vous laisse en débattre en commentaire. Les règles du MJ. Là, on va en donner un petit peu au MJ. Tout simplement, une règle de base en or lorsqu'on est MJ de loup-garou, on ne force pas une partie de loup-garou. Il vaut mieux ne pas jouer au loup-garou que jouer au loup-garou avec des gens qui ne sont pas assez concentrés ou qui n'ont pas envie de jouer. Si vous êtes un groupe de 10 et qu'il y en a 3 qui sont super hypés par le loup-garou, mais que les 6 autres, ils en ont pas spécialement envie, ne faites pas de loup-garou. Si les gens sont ivres et qu'ils ont grave envie de faire un loup-garou, ne faites quand même pas de loup-garou. Si les gens ont grave envie de faire un loup-garou, mais qu'au moment où vous expliquez les règles, ils passent leur temps à discuter, ne faites pas de loup-garou. Vous êtes aussi un joueur, vous n'avez pas à subir le fait que les gens ne respectent pas le fait que vous êtes en train de parler et d'expliquer des règles. C'est tout à fait sain et tout à fait respectable de dire écoutez, là je sens que vous n'êtes pas concentré sur les règles que je suis en train de vous expliquer. La partie de loup-garou, ça risque d'être un peu compliqué, probablement qu'un autre jeu nous conviendrait mieux ou que juste parler entre nous nous conviendrait mieux. Actuellement, je préfère ne pas faire de loup-garou. À vous de me dire si vraiment vous voulez en faire un de loup-garou, alors il va falloir vous concentrer un peu plus et faire preuve de silence quand j'explique les règles. Sinon, on fait pas de loup-garou et c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment ensemble. Et le deuxième conseil que j'ai donné au
MJ, utilisez les règles de la meute. C'est une compilation des meilleures règles de tous les jeux du loup-garou qui existent à travers le monde. Vous pouvez jouer en mode clair, en mode flou, en mode obscur. Peu importe vos préférences, en fait, les règles qu'on vous propose, c'est vraiment les règles qui vont gommer beaucoup de défauts classiques du loup-garou de tierce-lieu, qui en font un jeu rageant pour pas mal de personnes. On a déjà fait jouer des personnes qui avaient arrêté de jouer au loup-garou à cause de certaines règles de tierce-lieu, justement, et ils ont été conquis par notre façon de jouer au loup-garou, ils s'y sont remis, et maintenant c'est de nouveau des joueurs réguliers, par exemple. Donc vraiment, jouer avec ces règles-là, ça règle beaucoup de problèmes. Alors peut-être que vous comprendrez pas pourquoi, parce que vous n'aurez jamais fait face à ces problèmes, mais je vous assure, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Pareil, la voyante, on montre pas les cartes, on montre juste innocent ou loup-garou. Ça va vous faire gagner un temps fou, ça va vous éviter des erreurs de jeu. Il y a plein de petits tips comme ça qu'on donne dans nos vidéos pour les maîtres du jeu. Il y a une playlist spéciale pour les maîtres du jeu, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit récap de pas mal de choses. J'espère que ça vous servira quand même dans votre partie de loup-garou cette année. On se rejoint la prochaine fois avec Jus, et d'ici là, le village s'endort.